Zigan, le grand silence, donc un documentaire signé Catherine Bernstein. Ces deux personnages principaux nous ont rejoints sur notre plateau, Maria et Alain Domas. Bonsoir. Merci d'être avec nous et merci pour ce témoignage qu'on vient de regarder. Avec vous, nous allons explorer les chemins de la mémoire, des chemins qu'il est toujours bénéfique de traverser, surtout dans la période agitée que nous parcourons, un devoir de mémoire qui permet parfois aussi à l'histoire d'éviter de bégayer. Grégory Tuban, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes, lieu entièrement consacré à cette mémoire, mais aussi tourné vers l'avenir, hein, on le verra. Et vous êtes également docteur en histoire contemporaine. Et puis la mémoire, parfois, elle est volontairement occultée, car trop douloureuse, voire traumatique. On verra ça, entre autres, avec vous, Laurent Schmitt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du pôle psychiatrie du CHU de Toulouse. Enfin, celui qui vous présente chaque semaine vos documentaires, La France en vrai, est à nouveau avec nous. Comme grand témoin, Majid Cherfi, bonsoir. Bonsoir. La mémoire que vous explorez doublement actuellement avec ce livre, La vie de ma mère, paru chez Actes Sud, et un film, Ma part de Gaulois, de Malik Chiban, adapté de votre récit du même titre. Alors revenons pour débuter, comme de coutume dans notre débat, sur le documentaire qu'on vient de voir. Maria et Alain, j'ai envie de vous demander pourquoi ce voyage? C'est parti d'où? Alors c'est parti d'abord de l'histoire en général du militantisme par lequel ça fait 40 ans qu'on milite et par lequel on a beaucoup essayé sur les besoins réels de la communauté en général, à savoir les emplacements, les points de stationnement et l'accessibilité un petit peu à tous les services que l'on peut bénéficier, nous, en tant que citoyens. Mais citoyenneté qui n'a pas toujours été reconnue, sur le fait qu'on était quand même afflué, si vous voulez, d'un carnet, ce qu'on appelait le carnet nomade à l'époque, et qu'on a transformé en 1969 en carnet de circulation ou livret de circulation. Ça n'a pas été de tout repos, je le reconnais, parce qu'il a fallu argumenter énormément sur ces besoins réels, qui n'ont pas toujours été suivis, qui ont traîné des pieds. On avait commencé justement par la fameuse loi Besson, qu'on avait fait un exemple dans le département, qui a suivi après, dans les années 90, qui a débouché sur les obligations des communes de plus de 5000 habitants à avoir une aire de stationnement adaptée, fonctionnelle, justement pour pouvoir avoir la commodité nécessaire aux gens du voyage. Donc ça a été un premier point essentiel. Et le deuxième point essentiel, c'était surtout sur cette abolition du fameux livret de circulation qui restait quand même une plaie pour l'État français. Une exception qui ne touchait une exception. Que votre communauté, oui. Alors que vous étiez français depuis des générations et des générations. Maria, vous évoquez aussi, parce que dans ce voyage, vous vous lancez à la recherche de vos ancêtres, notamment vers les camps de la mort, et vous évoquez, je cite, une famille éparpillée. Est-ce que c'est une partie de vous qui vous a manqué, cette famille éparpillée? Tout à fait. Donc, moi, dans ma famille, dans la famille de ma mère, il y a plein de personnes, mes grands-parents, que je n'ai pas connus. Donc, on a fait une recherche sur le camp de Struthof, qui a été, d'ailleurs, il a été tué là-bas. Et donc, on est remonté beaucoup plus loin. On n'a jamais retrouvé les traces de mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et donc, j'ai beaucoup cherché avec mes parents, avec mon mari, sur ma famille, certaines de ma famille qu'on n'a pas trouvées. Et quand je suis arrivée en Pologne, que j'ai vu les noms, mais malheureusement, sauf celui de mon arrière-grand-père, et quand je suis arrivée en Pologne, que j'ai vu tous ces noms de mes grands-parents et tout, j'ai été vraiment choquée. Choquée qu'on s'est trouvé dans des camps pareils. Je ne peux pas vous expliquer parce que je suis en train de m'étouffer chaque fois que je parle de camp. La mémoire, ça hante aussi parfois, Laurent Schmitt. Oui, parce qu'il y a des souvenirs traumatiques, il y a des souvenirs qu'on essaie d'oublier, il y a des souvenirs qu'on a oubliés et qui, à un moment, comme vous le dites très bien, madame, vous reviennent
sous la forme d'émotions, alors qu'on pensait que le couvercle de la cocotte minute avait tout étouffé, et à un moment, ça revient. Et donc, c'est ces questions-là qui sont souvent mises en avant par des personnes qui essaient de faire des liens dans leur histoire personnelle. Les histoires de famille, il y en a aussi dans votre mémorial, hein, Grégory Tuban, parce que la grande histoire, elle passe aussi par l'histoire des gens et de leur famille aussi, et ce qu'on peut vous ramener comme histoire aussi. Tout à fait, le mémorial du camp de Rivesaltes a cette particularité d'avoir vu passer de nombreuses populations, des républicains espagnols, des juifs étrangers, des nomades français, qui étaient très nombreux, plus de 1500 entre 1941 et 1942 avoir été internés, puis des populations issues des colonies, des familles harkis. Donc c'est beaucoup d'histoires, de trajectoires individuelles et familiales. C'est vrai qu'on a à cœur de recueillir la mémoire, le témoignage. Alors aujourd'hui, les témoignages de la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, se font de plus en plus rares, mais régulièrement, je peux dire de manière hebdomadaire, il y a des gens qui viennent avec le souci de témoigner. Soit ils nous amènent des documents qu'ils ont trouvés chez eux, soit alors un témoin direct veut donner son témoignage, sa part de vérité ou son histoire. Et nous, on est là pour recueillir cette mémoire et la stocker dans un coin pour que des historiens après ou des artistes, enfin puissent s'emparer de ce matériel justement pour continuer à éclairer l'histoire. Pour refermer ce chapitre sur la mémoire familiale, Magid, elle nous quitte jamais, cette mémoire, on finit jamais de l'explorer finalement. C'est ce que vous avez fait, vous, encore récemment. Oui, surtout quand on n'en a pas de mémoire. Et moi, mes parents sont descendus d'une montagne kabyle. Ils avaient 20 ans, ils étaient analphabètes, ils n'ont pas appris à lire, à écrire. Ils sont arrivés en France, ne sachant pas parler français. Et ils ne nous ont pas transmis une mémoire particulière, à peine s'ils savaient le prénom de leurs grands-parents. Ouais. Et alors, nous, avec le privilège de l'école, on est parti à la recherche de cette identité à leur place pour leur dire qui ils étaient. Oui, c'est ça aussi, hein, parce que parfois, la recherche vient finalement des jeunes générations. Alors, le pourquoi de votre voyage, Alain et Maria, vous l'exposez aussi à Rosette, rescapée des colons, évidemment. Et ça donne, on va le revoir, cet échange à la fois douloureux mais salvateur pour vous comme pour elle. On regarde et on en discute juste après. Aujourd'hui, comme on dit avec Maria et nos enfants, on a un besoin de savoir je comprends. Quelque part qu'est-ce qui nous est arrivé. On n'en a jamais parlé des tziganes. On a besoin de savoir tout ce qui s'est passé dans les camps parce que on a été franchement les oubliés, quoi. On est dans l'ignorance quelque part. C'est ça le plus dur, qu'on essaye à savoir d'où ils ont été amenés, qu'est-ce qu'on en a fait de nos familles, quoi. Auschwitz. Parce qu'il y avait tous les tziganes qui étaient à Auschwitz. Il y avait les juifs qui passaient directement au crématoire, mais eux, ils étaient privilégiés, entre guillemets. Ils étaient dans ils étaient un petit groupe avec, ils faisaient leur popote, ils avaient l'air un petit camp pour eux spécial. Et moi, je me disais, mais quelle chance ils sont privilégiés par rapport à tous ces juifs qui allaient directement au crématoire. Et le matin du 18 juillet, c'était mon anniversaire, et je me réveille, et le camp des tziganes avait disparu. Il n'y avait plus personne. Et là, j'ai compris qu'on les avait gazés directement. Le 18 juillet, c'était mes 20 ans. Mes 20 ans. Ouais, c'est une date qui vous a marqué, quoi. C'est douloureux, hein? Très douloureux. C'est douloureux de remonter ce... La dame aussi à me L'histoire de cette... bras en étoile et tout, là, c'était horrible. L'histoire de cette mémoire, justement, parce que on a quelque chose qui nous a poussés. Et il manquait quelque chose à notre militantisme. C'est vrai qu'on le savait. Ce que l'on dit tout le temps, c'est que, ça a été dit tout à l'heure justement, c'est que nos parents n'en parlaient pas. Et on connaissait ces quelques faits de guerre, et ça a été quelque chose qui nous a réveillés en nous, mais qui nous a été obsessionnel.
Je le vois à travers cette petite fille de ce que j'appelais toujours, par lequel j'y prêtais pas trop attention, mais un jour, elle a déclenché quelque chose qui m'a été très profondément touché. C'est compliqué. Et alors vous le dites, et on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est parfois on n'ose pas poser la question. Il y a une séquence aussi très belle dans le documentaire où votre petit-fils vous interroge. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple hein, d'interroger comme ça. Oui, c'est compliqué parce qu'on se doute que ça va être quelque chose de douloureux. Et donc, il faut... C'est pour ça qu'on est admiratif, parce que vous allez à l'aventure en sachant que ça ne va pas être... On savait que ça allait nous porter préjudice dans notre mémoire. On savait qu'au plus profond de nous-mêmes, on allait être touchés. Mais quelque part, quelque chose nous poussait à y aller, à le faire. Pourquoi? Parce qu'on se devait d'être là aussi, par manque d'ignorance surtout, et de savoir ce qui allait se passer, et de honorer justement la mémoire de tous ceux qui sont tombés à Auschwitz et bien ailleurs aussi, dans tous les camps, parce que c'est une mémoire qui ne s'arrête pas uniquement qu'à un endroit précis, c'est plus étendu sur le sol européen, sur le sol national aussi, et par lequel on se doit, nous, dans notre petite connaissance, malgré nos difficultés de santé, tout ça, on a quand même surmonté tout ça pour pouvoir justement le faire. Et c'est aujourd'hui, quelque part, pour nous, c'est l'accomplissement, douloureux, c'est vrai, mais c'est l'accomplissement de quelque chose que l'on cherchait depuis très longtemps. Et laisser quelque chose, c'est ça qui est important. Laisser quelque chose pour les autres générations aussi, Grégory Tubin. Il faudrait, j'allais dire, presque enregistrer tous nos anciens. Tout à fait. C'est en cela que le film est remarquable, parce qu'on accompagne cette quête et on veut aller plus loin. Et c'est vraiment une démarche qui... et cette démarche peut-être du grand-parent, on le voit sur d'autres mémoires, est très importante. C'est souvent la mémoire, il y a une rupture entre parents et enfants, et c'est les petits-enfants qui tout d'un coup récupèrent une sorte de témoin et qui vont continuer un peu à interroger avec la distance nécessaire. C'est souvent l'époque où les archives s'ouvrent, hein, parce qu'il y a des délais de prescription, etc. Il y a une sorte de latence un peu des mémoires, et souvent des mémoires, je dirais, qui sont moins fortes que d'autres, et qui mettent comme ça un certain temps à sortir. Est-ce qu'elles sortent trop tard? C'est souvent le cas, mais en tout cas, elles ont le mérite de sortir. C'est pas toujours simple à, entre guillemets, à coucher la mémoire, hein, Laurent Schmitt. Alors, en vous écoutant, on parle toujours du devoir de mémoire, mais je pense que le vrai devoir, c'est ce que vous avez fait, c'est un devoir de transmission. C'est-à-dire que la mémoire, on ne sait pas très bien si elle fonctionne, si elle va agir, mais la transmission, c'est une sorte de devoir que nous avons pour ne pas laisser des zones d'ombre. Et par rapport à la mémoire dans le sens physiologique, très souvent, les petits-enfants interrogent des grands-parents qui commencent à avoir des troubles de la mémoire, des oublis, et essaient de retrouver des éléments de leur vie. Alors on va ouvrir le deuxième chapitre de cette émission. On va continuer évidemment ce chemin de la mémoire. On reviendra sur ce thème de la transmission qui est évidemment primordial. On va s'intéresser à la période actuelle, socialement, politiquement, même religieusement agitée. Et on va s'arrêter sur une autre scène du documentaire, fugace mais tellement réelle et brutale, celle où vous êtes chassé d'un coin de forêt où vous étiez arrêté pour vous reposer, tout simplement. On va revoir ce passage. Fameux pique-nique. Bon, voilà, pour pique-niquer. Vous ne me dérangez pas, Non. Vous n'êtes pas chez moi, vous allez ailleurs, c'est tout. Ah, oui. Bien sûr, voilà. Allez, vous n'êtes pas raciste, c'est vrai, mais allez voir ailleurs, ce sera mieux. Quoi. Vous allez voir en Allemagne, vous allez voir un petit peu comment vous allez attaquer. C'est dommage que vous y êtes pas. Ah, N'ayez pas peur, hein. c'est des idées déjà toutes faites. Les gitans. J'arrive pas à comprendre le racisme, la méchanceté. J'ai rien contre vous, allez voir ailleurs. Oui, je suis pas raciste. C'est ce que je te dis. Mais allez voir ailleurs, ce sera mieux. J'ai rien contre vous. Ça, c'est...
Dis-moi-le que tu m'aimes pas carrément, puis c'est tout. Un petit village chez les beaux. Ouais, mais la beauté, elle a son côté sombre aussi. Hein. Quand on voit l'attitude et la mentalité, ça fait vraiment peur. Aujourd'hui encore. Parce que de pire en pire, tu peux plus stationner. Mais seulement, on n'a pas un seul terrain pour nous. Et non. C'est de pire en pire. Il est de pire en pire. Ouais, donc finalement, on n'a rien retenu de l'histoire ou c'est Pas quoi? du tout. Aucune leçon n'a été tirée du passé. On continue à accentuer le racisme sur le fait d'être gens du voyage, gitans, tziganes, enfin bref, qu'importe l'appellation. C'est des choses on en a vécu, on vit encore aujourd'hui, hélas, et personne ne s'en émeut. Il n'y a pas de politique qui prenne en charge cette problématique où on parle du racisme sur toutes ses formes, beaucoup sur les étrangers, tout ça. C'est vrai que en France, l'antiziganisme fait des ravages encore, et par lequel on n'a pas cette reconnaissance. La France ne reconnaît toujours pas ses enfants. C'est quand même dramatique et malheureux d'en arriver encore à se poser la question de savoir que va devenir nos enfants. Ça, c'est une chose qui me tient à cœur parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai des arrière-petits-enfants. Et quand je pense justement à cet avenir par lequel on a aujourd'hui, quand même, on voit les changements dans certains pays où la montée du Front National. Bien sûr, on va en parler, hein, des extrémistes. C'est quand même dramatique et moi, ça me reflète dans l'histoire que je connais d'ailleurs et par lequel on est en train de recommencer les mêmes erreurs. Quand on se bat comme ça, qu'on est historien, qu'on se bat pour la mémoire, Grégory Tuban, et qu'on voit finalement ce constat qui est dressé, c'est quoi? C'est le rocher de Sisyphe? On se dit il faut avancer. Au Mémorial de Rivesaltes, on a la chance d'avoir un service éducatif avec des enseignants et de recevoir beaucoup d'élèves. Et donc, en fait, le passé sert à éclairer le présent. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'historien, de chercheur, mais en même temps des ateliers, justement pour déconstruire les images, pour qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que l'antisémitisme, comment ça se construit. Par exemple, la notion d'indésirable. C'était quoi un indésirable à l'époque? Et pour faire réfléchir à aujourd'hui, qu'est-ce qu'un indésirable? On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, le terme de indésirable étranger revient dans le débat politique. Il faut savoir que ça a été une loi qui a été votée en 1938 et qui va se graduer, qui va devenir létale quand même. On n'en est pas encore là, évidemment. Mais on essaye, enfin, le service éducatif, à travers le matériau d'histoire, le témoignage et ce genre, effectivement, de travail est extrêmement intéressant, de permettre aux jeunes générations de questionner le présent à travers d'éléments passés qui ont été très brutaux. Votre mémorial est aussi le témoin visuel et physique de l'accueil aussi qu'il y a eu dans notre région, alors dans des conditions plus ou moins bonnes, mais l'Occitanie, elle a quand même eu vocation à accueillir ou pas? Alors, si on se place dans une logique d'internement, effectivement, l'Occitanie a été une terre où il y a eu énormément de camps. D'ailleurs, les populations dites nomades ont été internées à Rivesaltes, mais aussi à Argelès, au Barcarès, puis plus au nord, à Salier. Donc, c'est un endroit où les familles ont été envoyées du nord de la France vers les camps du sud de la France. Il y a une spécificité. Après, effectivement, c'est un territoire de migration qui a toujours été important, un territoire de brassage. Mais il y a eu des épisodes comme ça où tout d'un coup, la région s'est transformée en lieu de relégation, en lieu d'enfermement. C'est, je l'ai dit et je le répète, particulièrement tendu en ce moment à tous les niveaux. Magid, dans notre société, on agite des chiffons rouges, des spectres, il y a des racismes qui s'affirment à nouveau, des paroles qui se libèrent. On vit dans cette société actuellement, par rapport aussi à ce témoignage qui a été livré. Oui, mais en même temps, c'est pas nouveau. En ce moment, on parle de ces lois de l'immigration, durcir les lois. Mais si on regarde bien, depuis quasi un siècle, on passe son temps à dire on va durcir. Je me souviens même de François Mitterrand qui disait en 81
il y a un seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment qu'il y aurait des gens en trop. Et vous, comme les miens ou d'autres, on fait partie de ces minorités qui nous sentons en trop depuis... Alors, d'aussi loin qu'on puisse remonter, on est en trop et puis on dit... j'ai le souvenir de quelqu'un de gauche que j'aimais bien qui disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui, et on se sent visé. Bon, oui, alors toutes ces phrases provoquent le sentiment de la menace. Voilà, c'est là où je voulais en venir. On représente une menace pour un peuple qu'on définirait comme français, et nous ne le serions pas. Alors, allez-y. pardon, parce que le problème chez nous qui demeure un problème entier, c'est le fait c'est le mode de vie qui dérange beaucoup. Le mode de vie, parce que il y a plusieurs critères, si vous voulez, un petit peu de racisme. Le faciès, déjà, ça dérange. Le mode de vie. Oui, ça accentue la stigmatisation. De vivre en caravane, c'est tout à fait différent. De notre comportement culturel aussi, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre cette facilité chez nous que la famille, c'est pas que la famille, c'est la famille au sens très large. Vous comprenez ça? Ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Et les règles qui ont été établies par le monde sédentaire ne sont pas du tout les règles qui sont appliquées chez nous. À voir sur les enfants, à voir sur l'éducation, à voir sur les vieux qui ne sont pas mis dans les maisons spécialisées, les enfants handicapés qui ne sont pas mis aussi dans les maisons spécialisées. Tout ça, ça reste au sein de la communauté en général. Donc, quelque part, mais ça nous considère, nous-mêmes, comme des gens qu'ils appellent... un peu marginalisé, du fait qu'on ne vit pas comme les autres. Ça dérange énormément. La différence. La population. La peur de la différence. Oui, c'est ça, l'autre, l'étranger, l'autre. Le problème, c'est que nous n'avons pas de représentants, quelque part. On est des apatrides. Parce qu'on ne nous reconnaît pas, même au niveau national, ou même au niveau européen, ou quoi que ce soit. C'est des gens qui sont toujours mis sur le apatrides, alors que français depuis des siècles et des siècles. C'est ça. Le problème, il est là. C'est ça qui est incroyable. Quand on s'attaque à un problème migratoire, comme les Algériens, les Tunisiens ou n'importe quoi, on sait que là, on s'attaque à un drapeau, quelque part. Mais là, ce n'est pas le cas. Il n'y a personne en face. Et alors, la mémoire joue des tours... plus ou moins volontairement, parce que certains qui stigmatisent oublient que c'était peut-être eux qu'on stigmatisait aussi à une époque, finalement. Alors, tout à fait. Alors, je voudrais d'abord réagir sur un autre point. Moi, je crois profondément qu'une des forces de ce pays, mais qui a été un peu oubliée, ça a été l'éducation, c'est-à-dire la valeur de ce que l'on pouvait apprendre. Moi, j'appartiens à une génération où on avait non seulement de l'instruction civique à l'école primaire, mais en 6e ou en 5e, on nous expliquait ce qu'étaient les civilisations. Il y avait donc une sorte de fond culturel qui pouvait aussi tolérer la diversité. Et par rapport, pour revenir à votre question, par rapport au détour de la mémoire, il existe effectivement des fois des reconstructions des souvenirs qui ne sont pas toujours vrais et qui peuvent finalement influencer les gens. Il y a eu à un moment une sorte de mode d'aller rechercher les traumatismes infantiles. Il y en a eu beaucoup, hein. Je ne suis pas en train de les banaliser, mais des fois, pratiquement, on a incité les gens à se dire « mais est-ce qu'il n'y a pas eu des traumatismes que vous avez oubliés ?» Et certains, ce n'était pas tout à fait juste. Vous parliez... allez-y. Justement, à propos de... Je suis aussi un fruit de l'école laïque, gratuite, obligatoire, française. Je suis constitué que de ça. Et pourtant, dans mes jeunes années, il y avait je ne sais pas si je l'ai déjà raconté d'ailleurs, ici même, cette image d'un livre d'histoire où on racontait comment Charles Martel avait battu les Arabes à Poitiers. Et donc Charles Martel était dessiné blond, aux yeux bleus, le cheval blanc avec panache. En face, il y avait les Arabes, des gueules dépedaillées, des tronches énormes. Et nous, on s'est identifié à cela. On a dit, c'est nous. Vous voyez ce que la faute que peut commettre parfois l'école. J'entends. Alors, on parlait de l'enseignement. Samuel Paty était prof d'histoire. C'est compliqué aujourd'hui d'enseigner l'histoire, Grégory Tubin. Ça le devient.
Il y a effectivement des sujets d'histoire comme ça qui crispent. Mais ça, c'est le rôle de l'éducation nationale, justement, d'arriver à... Et la mémoire aussi alimente les programmes. Hein. L'histoire, c'est une science qui s'écrit. Donc, il y a encore, je crois, beaucoup de choses à faire, mais il faut savoir regarder l'histoire en face. L'éducation, pour nous, est un peu compliquée. Quand ça concerne le primaire, on est tout à fait favorable du fait que ce sont des enfants qui sont au milieu d'autres enfants de divers horizons et qui, vous l'avez dit, ça traite du problème du racisme sans aucune barrière de quoi que ce soit, parce que les enfants, c'est les enfants, ça joue ensemble et tout ça, de quels que soient les horizons. Voilà. Mais moi, j'ai vécu. Le peu d'éducation que j'ai été, le fait est qu'un enfant du voyage arrivé, c'était au fin fond de la classe. De temps en temps, on me tirait l'oreille. D'ailleurs, j'ai eu une oreille atrophiée à cause de ça, parce que j'étais une source de distraction par rapport aux autres enfants. Il fallait qu'ils se retournent et tout ça, ça les perturbait, ça les gênait un peu dans leur système d'apprentissage de l'école et tout ça. Mais on a favorisé énormément l'éducation dans le primaire. Le secondaire, pour nous, c'est une difficulté parce que on a, comment dire... les déplacements. Les déplacements, le travail aussi. Déjà les déplacements, mais on ne maîtrise pas aussi les horaires, qui sont un peu des horaires élastiques, à midi et tout ça. Et là, mettre des enfants chez nous au collège, ça devient encore compliqué parce qu'on ne veut pas que les enfants soient dans la rue. Ça, c'est exclu totalement. Donc, il y a ça qui avance tout doucement. Hein, on y va tout doucement parce que les conjonctures veulent qu'on nous sédentarise de plus en plus et qu'il faut mettre les enfants au collège par obligation, par nécessité, la plupart du temps. Voilà, c'est un sacrifice que de se sédentariser. C'est un sacrifice que l'on fait quand même parce que moi, j'ai eu fait un enfant du voyage, c'est une liberté totale. Et là, on va l'enfermer carrément toute la journée. C'est quand même un sacrifice. Vous l'avez fait pour vos enfants, Maria. On le fait, on le fait. Et on est prêt encore à continuer dans ce sens-là. Mais il faut encore que les mairies nous acceptent. C'est ça l'histoire. Ouais. L'histoire, c'est pas gagné encore. Parce que ce que je vais soulever là, c'est quand même un problème aussi comment dire, d'adaptation. Je ne vais pas dire d'intégration, ça me gêne le mot. Parce que je suis chez moi ici en France il y a très longtemps. Non, il n'y a pas d'intégration. Il n'y a pas de raison qu'on vous demande de vous intégrer. C'est quand même quelque chose par lequel il faut encore prouver. Je ne sais pas comment il faut arriver à faire. C'est le combat qu'on mène tous les jours avec madame, justement, de pouvoir faire admettre aux mairies, aux municipalités, tout ça, qu'il y a des gens qui doivent se sédentariser par nécessité, par contrainte, par obligation, par peut-être familial aussi, par des trucs familiaux. Ça peut être aussi pour l'éducation, tout ça. Mais il faut qu'ils nous acceptent comme tels. D'autant, Grégory Tuban, qu'on est dans une période, je disais, agitée, parce qu'on est aussi dans une période de fake news, de fausses informations. On fabrique des légendes urbaines, on fabrique des fausses histoires, justement. Tout à fait, c'est notre travail au mémorial, justement, de démonter et de démontrer les faits, d'avoir un regard critique, de se baser sur des documents, de critiquer les documents, de critiquer les sources, de confronter les témoignages aussi, et de démonter ces fake news qui sont assez légion d'ailleurs sur des questions historiques et qui servent des discours, hein, qui servent qui servent les politiques, voilà, qui servent certains, du moins. Qui servent des discours parce qu'un fait, on sait très bien qu'on peut l'orienter d'une certaine manière. Le rôle de l'historien et du chercheur en général est justement d'être sur un temps plus long, d'être sur une dimension plus large et de le contextualiser. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est pour ça que finalement, c'est pas tant l'école le problème, mais l'extérieur. Qu'est-ce que l'extérieur amène dans cette enceinte-là? Et souvent, ou des enfants en colère, ou des enfants démunis, des enfants un peu perdus dans leur identité. Et c'est que fait la société. Il faudrait que l'école reçoive des enfants dans un bon état, j'allais dire mental. Pour qu'ils fassent leur chemin de manière correcte. L'après 17h. Mais vous savez que dans les écoles, il y a beaucoup de racisme. Oui, j'ai connu une directrice. Il y en a aussi. J'ai connu une directrice qui a s'est quand même permis de dire qu'il y avait trop de gitans dans les écoles. Et ça, on n'a pas toléré, mais nous. Je pense que c'est peut-être une exception. Non. Il me semble quand même que
Mes enfants ont été à l'école à Paris, ça s'est passé le même problème. Et là, ça s'est répété il y a à peu près 2 ou 3 ans. Elle s'est dit, je suis intouchable. Mon mari travaille à l'académie. Ah, vous êtes intouchable. Oui, il y a Bravo. Des abus. Oui, des abus. Je vous ai vu réagir, Laurent Schmitt, à l'évocation du terme de fake news. Oui, parce que je crois que c'est le cœur de ce débat. C'est-à-dire que si on n'a pas une Fausse information, hein, pardon, oui, excusez-moi, je si on n'a traduis parce que pas les anglicismes. une connaissance capable de décider ce que c'est qu'un libre arbitre, c'est-à-dire de mettre les choses un peu en perspective, d'opposer, eh bien, on est extrêmement vulnérable à quelqu'un qui va vous affirmer avec force, violence, quelque chose d'intégralement faux. Et comme vous n'avez pas toutes les données, et malheureusement, je pense que les jeunes générations qui ont beaucoup de données sur leur smartphone, mais très orientées, c'est, je pense, un des enjeux. Parce que s'il n'y a rien pour combattre ces fake news, eh bien, on peut le prendre comme une vérité. Alors le dernier rempart, on va y venir, hein, on l'a même déjà quand même abordé en filigrane, mais c'est la transmission. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, comment cette mémoire, on continue à la faire vivre, comment on continue et surtout à la transmettre aux jeunes générations. On va revenir sur un ultime extrait du documentaire. C'est celui où vous vous rendez au centre de documentation d'Auschwitz, hein, qui n'est pas le mémorial, mais qui est le centre de documentation. On regarde et on discute après justement de cette transmission. Auschwitz ist heute der größte Friedhof für unsere Minderheit. Und ich finde, es ist wichtig, dass du auch diese Geschichte weiter aufarbeitest und weiter bewusst machst. Wir müssen uns mit unserer Geschichte auseinandersetzen, denn nur wenn wir sie kennen, können wir an unserer Zukunft arbeiten. Ich bin im Schatten von Auschwitz aufgewachsen. Ich sage im Schatten, weil die Wunden, die man meinen Eltern, den Angehörigen meiner Familie geschlagen hat, waren für mich immer spürbar. Bei den Juden war es so, die Juden haben ihre Geschichte schon sehr früh aufarbeiten können, weil es gab Dokumentationen, Filme, viele Interviews und Historiker haben sich damit beschäftigt. Aber von uns, es gab nichts. Je vais revenir vers vous, évidemment, mais il y a une phrase qui est, me semble-t-il, Laurent Schmitt, très importante, c'est « nous devons accepter notre histoire ». Et j'allais dire, ceux qui n'ont pas d'histoire ou ceux qui la refusent se mettent dans des situations très périlleuses. Hein, le fait d'occulter une histoire, alors ça concerne aussi bien des pays que des peuples, que des individus. Le fait de ne pas vouloir regarder une sorte de vérité en face, c'est source souvent de ce qu'on appelle le retour du refoulé, en un mot de cauchemar, d'angoisse, qu'on n'a pas voulu traiter ou qu'on n'a pas voulu aborder. Vous êtes allé, vous, très loin dans cette démarche. Hein, tous les deux. Oui. Ce qui m'a un petit peu interpellé, cette histoire, si vous voulez, par rapport aux archives allemandes, si vous voulez, c'est surtout le fait qu'on entendait toujours « on était des bons Allemands ». Voilà, c'est ça. Et ça a percuté dans mon esprit quelque chose par lequel j'ai réfléchi, pourquoi des bons Allemands, pourquoi des bons Allemands. Et après, j'ai bien réfléchi, parce que ils avaient quand même un gouvernement qui leur promettait beaucoup de choses sur des promesses et qui a relevé un gouvernement qui était un petit État et tout ce qui s'ensuit. Ça a été quelque chose de très fort. Et j'ai compris après par la suite de dire, est-ce que j'aurais peut-être pas fait la même chose, moi? Est-ce que je dirais pas la même chose que ce monsieur a pu dire là? Il faut oser se poser toutes les questions. C'est ça. C'est ça. Donc, quelque part, c'est compliqué après de dire, est-ce que j'aurais été peut-être un bon Français si la France avait agi de telle manière? Peut-être que oui, je ne sais pas, c'est un cas de conscience. Mais est-il que cette histoire, pour moi, elle est dramatique? On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'oublier, surtout.
et qu'on se doit quand même de la transmettre justement aux générations futures de telle manière à corriger un petit peu le passé, quoi. Quelque part, ça permet de redresser le présent de ce qui s'est passé. Voilà. Et ça m'a beaucoup choqué, c'est vrai, c'est un fait. Ça m'a énormément choqué parce qu'on a transmis. Un fait est qu'on a donné une image que c'était bien pendant la guerre, c'était des gitans qui étaient là, c'était impeccable, quoi, quelque part. Et ça continue parce qu'on ne voit pas d'exposition, finalement, de ce qu'était la réalité des tziganes là-bas. On ne voit pas ces gens pauvres, ces gens qui étaient quand même dans un état très malheureux ou quoi que ce soit. Nous ne voyons qu'une apparence d'une image que c'était bien. L'Allemagne, c'était bien, ça continue encore. Et pourtant, on voit bien, hein, notamment, il y a ce plan de séquence terrible, quand votre camping-car longe le camp de Rome sur la route d'Auschwitz, et on se rend bien compte que finalement, l'opinion n'a pas changé, et tout ça est encore là, si vivace, si vivant. Dedans. Il nous a refusé de rentrer. Oui. Alors que je me suis dit, c'est un bon Allemand. Ouais, on pouvait rentrer avec le camping-car dans la cour, quelque part, qui nous a été refusé parce que ça reflétait pas l'image des bons Allemands, quelque part. Moi, je reprendrai l'image de regarder l'histoire en face. Il faut savoir le faire, on doit le faire, hein. Vous l'avez dit. Au mémorial de Rivesaltes, la nouvelle direction a vu que cette mémoire, justement, des nomades était une mémoire faible. Et on s'est dit, on va la regarder en face. C'est-à-dire qu'on a une première partie qui est sur l'œil de l'État. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que l'internement des nomades à Rivesaltes, mais toutes les mesures qui les ont stigmatisés depuis la fin du XIXe siècle, pareil, le carnet anthropométrique, etc. Puis le parcours des voyageurs. Et après, on a voulu ouvrir sur une salle consacrée à l'art, mais pour lutter contre les représentations avec des jeunes artistes issus des communautés, mais qui font tout sauf de l'art, on va dire, entre guillemets, gitan. On l'a regardé en face en tant qu'historien, en tant que membre d'un mémorial, en disant cette mémoire-là, c'est une mémoire qui est moins éclairée que les autres. Et c'est notre devoir, notre travail de l'éclairer et d'initier des travaux de recherche pour que justement tout le monde puisse la regarder en face. Alors aujourd'hui, justement, comment on conduit les jeunes à s'approprier aussi ces histoires, ces mémoires ? Des jeunes qui sont, on l'a dit, ensevelis d'images sur leurs écrans, ensevelis parfois de fake news. Comment, j'allais dire, on les attire dans votre mémorial, par exemple ? Alors, on reçoit aujourd'hui à peu près 18 000 scolaires par an, et c'est un chiffre qui est en train de progresser. On les accompagne. C'est-à-dire qu'il y a un travail de médiation qui est fait avec l'aide d'enseignants qui font partie de ce conseil pédagogique, où il y a des pédagogues notamment. Et l'idée, c'est de leur proposer à la fois une visite du lieu, de leur apprendre l'histoire du lieu, mais de leur faire travailler sur des ateliers. Ateliers sur le racisme, ateliers sur les migrations, ateliers, etc. Pour que, justement, ils puissent sortir de là en disant « Tiens, j'ai compris un ou deux trucs ». Leur faire apprendre. Mais l'idée, c'est de ne pas faire de l'école au sein du mémorial. C'est de proposer une autre expérience, une autre approche, et de les faire questionner aussi sur leur propre identité. D'où ils viennent, d'où vient leur famille, quel a été leur parcours. Et là, ça fait sens parce que ça résonne avec l'histoire du lieu souvent. Et ils peuvent aussi ramener ça à la maison pour leurs aînés qui, eux, n'ont peut-être pas fait cette démarche. Et on leur donne une carte gratuite pour revenir avec un adulte. Leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, etc. Pour qu'ils soient, entre guillemets, qu'eux-mêmes ramènent des publics qui ne seraient pas forcément venus avec eux. Oui, ben nous, l'histoire du mémorial, si vous voulez, ça a commencé depuis les années 90, justement. Ce que je voudrais présenter, la photo ici, dans les années 90, c'est le massacre de 14 tziganes à Saint-Siste. C'est un petit village en limite du Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne. Là, c'est simple dénonciation où on a massacré en majorité des enfants, beaucoup des enfants. Donc en 90, on s'est intéressé à cette mémoire par lequel moi je connaissais depuis très longtemps. Je passais devant et je ne me posais jamais la question, jusqu'au jour où j'ai posé la question à ma mère, qu'elle m'a dit comme ça, il ne faut pas parler de ça. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, il fallait occulte, là. Voilà, il ne fallait pas parler de ça. Mais finalement, on s'est impliqué de nous-mêmes, justement. Bon, ça a été compliqué parce que sur les recherches d'archives et tout ça, et finalement, bon,
Le ministère des Anciens Combattants nous a donné un laissez-passer pour pouvoir avoir accès aux archives et on est remonté sur l'histoire réelle. On a fait cette commémoration avec aussi l'armée qui est venue rendre hommage puisqu'on les a fait tomber sur, soi-disant, des maquisards. Vous vous rendez compte? Donc ça a été le devoir de mémoire est parti de là pratiquement. Ensuite, on a impliqué notre jeunesse, aussi notre génération, dans ce qui s'est passé, que ça ne se reproduise pas, être vigilant en tout et pour tout. Aujourd'hui, on a encore ces montées extrêmes qui nous fait un peu peur, bien sûr, sachant déjà qu'on est porteur de beaucoup de choses, encore de beaucoup de préjugés, beaucoup de colportage et tout ce qui s'ensuit. Et ça, quand même, ça met en évidence quand même une certaine méfiance, justement, de ce qui peut se passer aujourd'hui encore. Vous avez cette phrase qui est terrible, Maria, vous dites « la persécution, on l'aura toute notre vie ». Ah oui? La Persécution. On l'aura toute notre vie pour la bonne raison. Sur le voyage, sur les stationnements, on a sans arrêt les gendarmes derrière nous. Et à 6 heures du matin, qu'ils arrivent avec leurs bâtons, taper dans les carreaux et taper tout, il faut se lever pour donner les pièces d'identité, nous contrôler à 6 heures du matin. On trouve ça normal? On peut plus tolérer tout ça. On peut plus. Le peuple du voyage, Attends, le monde... mais je voulais finir sur ça. Pardon. Allez-y, oui, Maria. Ce petit mémorial, on va dire, c'est nous-mêmes qu'on l'a fait. Oui, c'est pas la nation qui a rendu c'est hommage, nous. c'est vous qui... On a réussi mis, à avoir tous les noms. On l'a fait changer. En 2016, on a mis un mémorial carrément, Voilà. sous la tutelle de la haute présidence de la République. Déjà, ça a été une grande victoire aussi. Oui, ce que je veux dire par là... Moi-même, j'ai beaucoup cherché des noms arabes, puisqu'un jour, j'ai appris qu'ils étaient des milliers africains, maghrébins et autres, à avoir défendu la France, Première, Deuxième Guerre mondiale. Et j'étais musicien, j'allais en tournée partout, je cherchais des noms arabes dans les stèles des petits villages ou plus. J'en ai jamais trouvé un seul. Alors, moi c'est justement profiter un petit peu de cette émission pour rendre cet hommage immense au peuple africain, au peuple aussi américain, canadiens, anglais, qui sont venus aussi se sacrifier sur la terre de France pour qu'aujourd'hui on puisse parler librement ensemble. Ça, c'est une chose aussi que la mémoire, par laquelle on transmet à nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants et bien d'autres enfants justement, à travers ça, on est un peu les messagers, nous aussi, de cette mémoire, à travers aussi nos enfants qui connaissent toute l'histoire de Zigane pendant la Seconde Guerre mondiale, et par lequel aussi ce que je veux dire sur la différence quand on voit le racisme et tout ça, et que mon slogan a toujours été de ne jamais tourner le dos à la différence, car nous-mêmes on est différents. C'est très, très important et assez imagé ce que vous avez dit sur la Seconde Guerre mondiale, parce que là on est sur effectivement un vent à un moment donné de résistance qui a soufflé, de liberté, d'union des peuples, dont les derniers témoins disparaissent. Et ça, il va falloir là, pour le coup... Ça, c'est un véritable enjeu, d'autant que la jeunesse d'aujourd'hui est moins reliée à la Seconde Guerre mondiale que des générations comme les nôtres, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses à éclairer. Par exemple, la part de la résistance étrangère en France. La France a eu une grande partie de la résistance intérieure et aussi extérieure. C'était pas des Français. C'était des Nord-Africains, c'était des Espagnols, c'était des Juifs étrangers, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à éclairer pour justement expliquer et faire réfléchir. Mais vous avez raison sur l'enjeu aujourd'hui du détachement que peut avoir la génération d'aujourd'hui avec la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il faut arriver à tisser un lien pour justement qu'il n'y ait pas une distorsion comme on peut l'avoir sur des périodes plus antérieures, comme la Première Guerre mondiale ou la guerre de 1870, par exemple. Je voudrais rebondir sur 2 points. Tout à l'heure, vous disiez, eh bien, de cet événement, il ne faut pas en parler, c'est secret. Mais le secret, il suinte comme l'eau qui passe sous la porte. Eh bien, on sait toujours qu'il y a quelque chose qui est caché. Et un autre aspect, mais qui n'a rien à voir avec l'émission, c'est parce qu'on a commencé à parler des attouchements, des agressions sexuelles, qu'il y a eu tous ces mouvements MeToo,
que beaucoup de jeunes femmes se sont senties autorisées de décrire des événements dont elles avaient été victimes, et sinon elles n'en auraient jamais parlé. Oui, la parole libère la parole et libère la mémoire, donc. Exactement. Et il faut encourager toutes les formes de parole. Et après, pour une réflexion qui me venait, mais nos enfants sont confrontés à tellement d'informations que je ne sais pas comment ils arrivent à hiérarchiser, ou en tout cas pour moi, je n'ai pas la moindre idée, des choses importantes, majeures, des choses secondaires, et le dernier tube de je ne sais plus qui. Et ça, comment on leur apprend? Oui. Je pensais à propos de la transmission. Alors, des gens comme nous, j'allais dire l'immigration maghrébine, pour l'immense majorité, des misérables venus de la montagne, etc. Donc, pas de mémoire, pas de possibilité d'en savoir plus. Mais moi, je sais que l'école à la française, elle m'a proposé des ancêtres. Quand on était môme, on nous disait « vos ancêtres, les Gaulois », oui. Eh bien, enfin, on n'est pas mécontent d'en avoir. Parce qu'on nous propose des ancêtres. Alors, ceux-là ou d'autres, pourquoi pas? Et puis après, on nous ouvre le large livre de la culture, de l'histoire, des grands peintres, du siècle des Lumières. On nous propose un arbre généalogique et finalement, l'école, elle dit, voilà, il y a un arbre. Si vous... si jamais... Raccrochez-vous en branche. Voilà. Si le vôtre s'est déchiré, ben, pourquoi pas un autre? Oui. La culture aussi, enfin, vous le dites, mais par exemple, il y a eu un film récemment qui s'appelle Joseph, qui a été dessiné par un dessinateur Aurel, qui a eu donc, des prix qui est sur un républicain espagnol. Et ce film a fait beaucoup plus que des livres d'histoire, que des documentaires, etc., pour que les Français, au sens, ou la nation, découvrent cette histoire. Donc moi, je crois beaucoup aujourd'hui à l'impact de la culture, de la littérature, du cinéma, de l'œuvre, en fait, pour justement conserver, à vivre cette mémoire et la montrer. Et permettre aux gens de dire « Ah bon, ça existait ». Peut-être plus d'œuvres sur les tziganes aussi. On vient d'en voir une, là, ce fabuleux documentaire. Il peut y en avoir d'autres, ou même de la fiction aussi, qui laisse plus de place. Si vous regardez bien, à travers la culture, Django, Manita et tout ça... Django Reinhardt, Manitas et Platas. C'est une approche différente du monde du voyage, tout confondu. Mais après, sorti de là, c'est fini. Le gitan reste le gitan. Il est ce qu'on peut appeler quelqu'un qu'il faut mettre à part. C'est tout. Mais à travers la culture, ce qu'on dit toujours, mais nous aussi pour ce que l'on est, pas pour ce qu'on représente chaque fois. Vous comprenez? Ça, c'est compliqué. Moi, je vous vois bien repartir avec ce camping-car, là, nous faire un épisode numéro 2, Maria. Ah oui, j'aimerais bien. Ah oui, le voyage. Vous savez que je vais vous dire, quand j'ai fait ce film, le matin, je me suis levée, j'ai nettoyé tout ça, et puis je réfléchissais, j'ai dit, tu peux pas partir, Maria, tu peux pas partir. Et je vous jure que j'ai failli pas partir. Bah alors là, ça aurait été dommage, on n'aurait pas été là, on n'aurait pas je suis partie à la dernière minute, parce que j'ai beaucoup réfléchi, que je venais d'être malade. Et ce que j'avais eu, c'était assez important quand même. Et je me suis dit, en cours de route, tu risques à faire pareil, tu risques à prendre la même crise, tu ne peux pas partir. Et il me dit, non, il faut que tu m'accompagnes et tout. Cette quête a été plus forte que tout. Et c'est ma fille, elle m'a dit, maman, vas-y. Voilà, là encore, les enfants qui Alors, ma prennent fille, le relais. elle m'a fait partir. Et quand je suis partie, que je suis arrivée à Montpellier, elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, ça va, tu te sens bien? Et le soir, elle m'a rappelé, elle m'a dit, maman, je regrette de t'avoir laissé partir. J'ai dit, maintenant, c'est trop tard. La route est... Alors, pour nous, le voyage, c'est quand même aussi un C'était trop synonyme tard. de bonheur, de réussite et de beaucoup de choses. Hein, parce qu'on a ces gènes qu'on n'explique pas pourquoi. Dans les beaux jours, on a le soleil qui nous appelle quelque part, il faut qu'on parte. On a ce besoin de partir, destination inconnue, parce qu'on peut très bien planifier 5 destinations et en cours de route, on a changé de route. C'est toute la beauté du voyage. J'aimerais qu'on termine par cette phrase de votre directrice, Céline Salaponce, Grégory Thuban, qui a dit « Il faut réhabiliter ceux que la France a relégués comme indésirables ». On parlait des indésirables. Il est là l'enjeu de la mémoire.
c'est le cœur, c'est un peu notre ADN, hein, parce que la loi sur les indésirables, c'est novembre 1938. Les populations considérées comme nomades étaient déjà indésirables, parce que c'était les premières qui ont subi le bertillonnage, l'écartement anthropométrique. Et dans les lois sur les indésirables de 1938-1939, on va retrouver l'anthropométrie qui revient. Donc on a à cœur, effectivement, de réhabiliter, parce que cette mémoire, comme la mémoire, vous l'avez dit, Tziganes, hein, a longtemps été occultée, mise sous le tapis. Et ces questions des mémoriaux, de cette mémoire des républicains espagnols, c'est une mémoire qui est récente. La reconnaissance du rôle de la France dans la déportation, c'est Jacques Chirac, c'est 1995. Oui. Donc on n'est pas sur une reconnaissance immédiate. Hein. Et donc c'est vrai qu'il y a une notion de réhabilitation encore, peut-être qu'on porte aussi nous un peu comme un poids, comme une responsabilité. Mais on a effectivement à cœur de réhabiliter ces mémoires qui étaient des mémoires souffrantes et qui aujourd'hui permettent justement de regarder l'histoire en face. Et ça fera beaucoup de bien à pas mal de gens, au niveau de la santé mentale également, Laurent Schmitt. De la même, nous avons tous en nous des parts d'ombre, ça a été dit, y compris dans le film, qu'il faut des fois accepter, tolérer et vivre avec. Eh bien, dans une société, je ne crois pas qu'il y ait des indésirables. Il y a une diversité et nous devons nous accepter les uns et les autres avec nos diversités. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on est dans de l'ostracisme permanent et au niveau individuel, dans un mal-être parce que l'enfer, c'est les autres d'une part, et l'enfer peut être soi aussi. Merci en tout cas à tous. Merci. On a essayé de se battre ce soir contre l'ostracisme à travers ce chemin de la mémoire que vous nous avez fait parcourir. Merci encore à vous deux. Pour sillonner à nouveau ces chemins, le site internet de France 3 Occitanie où ce débat et le documentaire sont en replay. La France en vrai revient la semaine prochaine avec de nouvelles histoires avec vous, Magid. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour un nouveau débat. Bonne nuit sur France 3.